Bonjour et bienvenue sur CEDH France où on se retrouve à nouveau pour une deck tech. Deck tech cette fois Spice. Sur la chaîne on va faire des deck tech méta où vous pouvez voir qu'est-ce qui est joué, qu'est-ce qui est fort, pourquoi tout le monde le joue, pourquoi tout le monde le regarde. Mais aussi des deck tech Spice qui sont qu'est-ce qu'il y a de cool que vous pouvez jouer, que personne d'autre ne joue ou en tout cas peu de gens. Et vous pouvez faire votre original et avoir des decks qui sont super forts et à la fois qui apportent un petit peu de saveur à nos parties de Commander. Donc aujourd'hui, je vous propose des Commanders de Universes Beyond. Ce sera Universes Beyond Doctor Who avec Third Doctor et Sarah Jane Smith. Third Doctor, c'est pour 2 incolores, un vert, un bleu, une 2/2 piétinement qui a +1/+1 pour chaque jeton non-créature qu'on contrôle. Donc potentiellement, c'est un gros stack, mais c'est pas ça qui est important. Quand il arrive en jeu, il nous fait au choix un indice, un nourriture ou un trésor, et c'est ça qui va être important. Ensuite, on le combine avec Sarah Jane Smith, qui pour un incolore, un blanc est une 2/1, qui quand on lance un sort historique, donc c'est saga, artefact ou légendaire, va nous faire un indice. Et ça ne marche qu'une seule fois par tour. Ces deux-là, bon, déjà de base, ça nous fait des indices, des trésors, ce genre de choses, et on peut coller des patates, mais c'est pas ça l'important. On est en Commander compétitif. Le principe du Commander compétitif, on cherche qu'est-ce qu'on peut faire de complètement cassé et unfair pour profiter de nos commandants et prendre l'avantage sur la partie. Donc, en l'occurrence, ce qu'on va faire de complètement cassé et unfair, c'est la combo Food Chain. Food Chain, comment ça marche? Pour 2 incolores, un vert, j'ai un enchantement qui me permet d'exiler une créature que je contrôle et d'ajouter autant de mana d'une couleur à ma réserve que le coût de cette créature plus 1. Et je peux utiliser ce mana que pour lancer des sorts de créatures. Je vais combiner ça avec Mist Hollow Griffin. C'est pour 2 incolores et 2 bleus, une 3/3 vol que je peux lancer depuis l'exil. Donc comment ça marche? J'ai Food Chain et mon griffon en jeu. J'exile mon griffon, je fais 5 bleus. Je joue mon griffon depuis l'exil, je l'exile, je fais 5 bleus. À chaque fois, je gagne un bleu dans l'opération. Donc j'ai une boucle infinie qui me fait mana bleu infini. Ensuite, maintenant que j'ai une mana bleu infini, j'ai du mana bleu en rab. Donc je peux l'utiliser pour quand j'exile le griffon avec Food Chain. À la place, je fais du vert puis du blanc. Et maintenant, j'ai mana de toutes mes couleurs infinies, mais que pour jouer des créatures. Donc maintenant, il faut que je vois qu'est-ce que j'en fais pour gagner. Parce que c'est pas encore gagner la partie. Donc maintenant, je vais utiliser mon Third Doctor. Ce qui se passe, c'est que je vais l'exiler et le rejouer. Quand il va arriver en jeu, je vais faire un trésor. Je fais ça à l'infini. Vu qu'il il revient en zone de commandement, donc je vais le rejouer pour plus en zone de commandement, mais c'est pas grave parce que j'ai mana infini. Donc je rejoue mon Third Doctor à l'infini, j'ai trésor infini. Donc maintenant j'ai du mana que je peux utiliser pour n'importe quoi. J'exile mon Third Doctor, je le ramène à l'infini, mais cette fois je demande des indices. Maintenant j'ai des indices que je peux craquer pour 2 mana incolores pour piocher une carte. Donc je peux craquer mes trésors pour craquer mes clous pour piocher mon deck. Donc maintenant je vais pouvoir aller piocher mon deck jusqu'à avoir trouvé Finale of Devastation. Et ce qui va se passer, c'est que je vais jouer mes créatures, je vais jouer un Finale of Devastation à 2000, x égale 2000. Donc toutes mes créatures ont plus 2000 célérité, piétinement. Et je pars attaquer tous mes adversaires et je gagne la partie grâce à ça. Donc ça, c'est la combo principale. Il se trouve qu'on a plusieurs autres combos parce qu'on est en CEDH, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc dans le doute, c'est bien d'avoir un petit peu de backup. La seconde combo, c'est Hullbreaker Aurore. Donc l'Aurore Briscock, c'est pour 5 incolores et 2 bleus, une 7-8 flash qui ne peut pas être contrecarrée, donc qui est super relou à gérer pour les adversaires. D'autant plus relou que sa capacité dit, quand je lance un sort, je peux choisir un parmi deux. Soit je renvoie le sort ciblé dans la main de son propriétaire, par exemple un sort qu'un adversaire essaierait de jouer pour m'empêcher de gagner. Et hop, vas-y, reprends ton sort, reprends pas ton mana et je veux plus te voir. Soit je renvoie un permanent non-terrain que n'importe qui contrôle dans la main de son propriétaire. Ça, je peux le faire sur mes propres permanents. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comme pour Kinan, ce qui va se passer, c'est que, imaginons, j'ai Mana Vault et on va dire par exemple Lotus Petal. Bon, Mana Vault en jeu, je l'engage, je fais 3 incolores. Je joue Lotus Petal, je renvoie ma Mana Vault en main. Avec mes 3 incolores qui restaient, je joue ma Mana Vault, je renvoie ma Lotus Petal. J'engage ma Mana Vault, je fais 3 incolores de plus. Chaque boucle me fait de l'incolore en rab. Maintenant, je passe sur la place Arcane Signet, par exemple, et je peux faire du coloré. Et maintenant, j'ai mana toutes les couleurs infinies. Et je peux faire ensuite Mana Vault et Third Doctor, par exemple. Donc, Third Doctor arrive en jeu, me fait un indice. Je joue Mana Vault, je renvoie le Docteur dans ma main. Je joue le Docteur, je renvoie la Mana Vault, je refais un indice, etc. Donc maintenant, en plus d'avoir mana infini, j'ai indice infini, je peux piocher mon deck. Maintenant que j'ai pioché mon deck, hop, je fais un Finale of Devastation à x égale 2000 et je gagne encore la partie. Donc c'est la seconde combo et ça nous permet d'être plus résilient, surtout que l'Aurore Briscope est plus facile à aller chercher. Puisque vous allez voir, si je vais dans ma partie value, je vais avoir mes différents moyens de tutor.
Donc là-dedans, je vais avoir mon Enlightened Tutor classique qui me permet d'aller chercher ma food chain. Mais ensuite, je vais avoir surtout des tutors à créatures, mine de rien, parce que je suis en vert. Donc ça va être intéressant pour moi de pouvoir avoir une combo que je peux aller chercher à base uniquement de créatures. Là-dessus, il y a une petite exception. Vous voyez qu'il y a un Mystical Tutor ici. En fait, la meilleure cible pour Mystical Tutor, c'est Intuition. Intuition, c'est un tuteur incroyable, formidable, surtout en bleu-blanc. Parce que, alors déjà, de base, ça permet des petites piles de value. C'est-à-dire que si je fais Intuition et je vais chercher Mystic Remora, Rhystic Study et Sevin's Reclamation, je mets mes adversaires dans une situation horrible. C'est-à-dire que déjà, quoi qu'il arrive, j'ai au moins une de ces cartes. Si il me donne Rhystic Study, bah, je la joue et je fais ma value. Mais en plus, même s'il me contre ma Rhystic Study, je peux jouer Sevin's Reclamation au cimetière pour essayer de ramener Rhystic Study et Mystic Remora. S'il me donne Mystic Remora, je la joue et pareil, je peux ramener les deux. S'il me donne Sevin's Reclamation, je peux ramener non seulement une des deux une fois, mais après je pourrais recommencer. Donc quoi qu'il arrive, à partir du moment où j'ai fait Intuition à la fin du tour juste avant moi pour ces trois cartes-là, je suis à peu près assuré d'arriver à poser des cartes de value ultra puissantes qui définissent le format vraiment, qui sont ultra craquées et de les mettre en jeu. Donc ça déjà c'est cool. Mais il se trouve que si je suis pas dans un plan value, je me dis bah là en fait potentiellement je peux gagner. Hop, je vais partir sur ma nouvelle pile qui est ma pile Food Chain. Donc qu'est-ce que je prends? Je lance Intuition et je vais aller chercher Food Chain, Sevin's Reclamation et Spellseeker. Donc là encore, j'ai une situation où je mets mon adversaire dans l'embarras. Je vais forcément avoir des trucs qui me permettent d'assembler ma combo. L'idée, c'est que Food Chain, donc encore une fois, je peux toutes les ramener dans n'importe quel ordre. Ce qui va se passer, c'est qu'à la fin, ça va peut-être me coûter pas mal de mana, mais j'aurai Food Chain et Spellseeker en jeu. Spellseeker va aller chercher une Néoforme. Néoforme, il permet de. Donc, Spellseeker, il va me chercher un éphémère rituel qui coûte 2 ou moins dans mon deck. Je vais prendre Néoforme qui coûte 2 ou moins. Néoforme, il me dit, je sacrifie une créature, ce sera Spellseeker, et je vais chercher une créature dans mon deck qui coûte 1 de plus et je la mets en jeu. Ce sera le Griffon. Et là maintenant, c'est bon, on est revenu sur cette combo-là où j'ai Food Chain en jeu, Griffon en jeu, et je pars en combo. Donc, Intuition est une one-card combo, ça c'est vachement cool. Ensuite, il se trouve que c'est même pas la dernière combo, parce que forcément, on a dit on faisait des trucs craqués ici. On a 2 cartes ici qui sont intéressantes. De base, Teferi, il dit vos adversaires ne peuvent pas jouer des trucs pendant votre tour. Donc Teferi, vous êtes juste content d'avoir cette carte-là et de pouvoir dire bah tiens, Teferi, ah vous l'avez laissé résoudre, bah je pars en combo. Et puis personne ne peut m'arrêter, puisque c'est trop tard, maintenant vous pouvez plus jouer de sort. Donc de base, Teferi, c'est un bon moyen de protéger votre situation, vous protéger de toutes les horreurs qui pourraient vous arriver dessus. Maintenant, il se trouve que avec Displacer Kitten et... Ah tiens, je l'ai pas mis là, hop, vite. Plum. Donc vous pouvez voir ici la flexibilité de Moxfield pour les decklists. Il peut partir en combo ensuite avec Displacer Kitten et Sensei's Divining Top. Donc Teferi, on avait dit, de base c'est une bonne carte. Il se trouve que Displacer Kitten aussi, de base c'est une bonne carte. Pourquoi? Parce que dès que vous allez lancer un sort non créature, vous allez pouvoir exiler un permanent non terrain que vous contrôlez, puis le renvoyer en jeu sous votre contrôle. Et vous avez quoi d'intéressant? Alors de base, vous avez genre des cartes comme Sol Ring qui disent bah tiens, je lance un sort, je vire mon Sol Ring, il revient en jeu dégagé, et je peux le réutiliser et faire du mana. Pareil sur un Urza, vous allez refaire un construct qui peut se réengager pour du mana. Et donc il y a plein de synergies dans tous les sens qui font que de base c'est cool et intéressant pour vous d'avoir un Kitten, mais ça marche aussi avec votre commandant. Votre commandant, à chaque fois que vous l'exilez et qu'il revient, bah, il vous donne au choix un indice, un de nourriture ou un trésor. Donc ça dit tous vos sorts non créatures, c'est-à-dire un bon gros paquet du deck, vous donne à chaque fois que vous lancez un sort, soit un trésor, soit un indice, ce qui est quand même vachement cool. Donc de base, Kitten, c'est bien, ça fait la value, c'est une bonne carte qu'on est content d'avoir. Sensei's Divining Top, il se trouve que c'est pas mal aussi, puisque ça vous permet de creuser relativement efficacement. C'est-à-dire qu'en soi, c'est un sort historique. C'est un sort historique qui active donc Sarah Jane Smith, et vous pouvez parfaitement dire Sensei's Divining Top, elle arrive en jeu, je prends un indice, je vais piocher une carte avec ma top, je craque mon indice, récupère ma top, et au prochain tour, je vais pouvoir recommencer. Je joue ma top, je prends un indice, etc. Donc ça vous permet de creuser dans votre deck. Donc de base, c'est très correct comme carte et ça vous permet de regarder, tiens, bah, c'est quoi mon top 3, ça m'intéresse pas, hop, je fetch, je mélange, tiens, je regarde mon top 3, est-ce que ça m'intéresse? Ah oui, là, ça m'intéresse, je mets celle-là au-dessus, je la prends, je pars en combo. Voilà, de base, top, c'est une carte qui est correcte. Et il se trouve que maintenant, on a un combo entre les trois. Alors comment ça marche? L'idée, c'est que à chaque fois que je joue un sort là-dessus, donc par exemple j'ai Kitten en jeu, Teferi en jeu, je peux faire une capacité de Teferi, puis je peux jouer la Sensei's Divining Top et Kitten va reset mon Teferi. Hop.
Reset mon Teferi qui lui du coup peut réactiver sa capacité et dire que je renvoie un artefact, une créature ou un enchantement ciblé dans la main de son propriétaire et je pioche une carte. Donc je récupère ma Sensei Divining Top et je peux creuser là-dessus. Donc ça, je peux le faire avec ça, je peux le faire avec un Mox Opal et comme ça, je fais du mana infini au fur et à mesure. Donc je peux faire un certain nombre de trucs là-dessus. Hop. Donc typiquement, entre Mox Opal, Displacer Kitten et Teferi et Tamaraveler, je vais piocher mon deck et faire du mana dans l'opération. Donc une fois que j'ai pioché mon deck et fait mana infini, qu'est-ce que je fais? Toujours la même chose, je repars sur un Final of Devastation. Donc j'ai encore une nouvelle combo. Mais maintenant qu'on a une Sensei's Divining Top qui fait des trucs déjà de base avec notre général et qui permet de creuser et tout, un autre truc qu'on peut faire c'est Counterbalance. Alors si vous connaissez pas Counterbalance, Sensei's Divining Top, c'est banni en Legacy. Ça fait des trucs un peu rigolos. Counterbalance, à chaque fois qu'un adversaire joue un sort, vous avez le choix de révéler la carte du dessus de votre deck. Si vous le faites et que la carte du dessus de votre deck a le même coût converti de mana, la même valeur en mana que le sort qui a été joué, hop, vous contrecarrez le sort qui a été joué. Donc de base, sur 3 adversaires qui jouent un certain nombre de sorts, il y en a un certain nombre potentiellement qui peuvent être contrés par Counterbalance. Le défaut de Counterbalance, c'est que une fois qu'un adversaire a révélé la carte du dessus, par exemple elle vaut 2 mana, pendant le reste du tour, plus personne va jouer un truc qui vaut 2 mana. Voilà, parce qu'ils savent, ok, ça va être contré, tant pis, je jouerai un truc au prochain tour. Sauf que ce qu'on va avoir tendance à avoir comme comportement, c'est du coup, je vais jouer quelque chose qui vaut autre chose que 2. Et là, vous pouvez payer 1 et activer votre Sensei's Divining Top pour regarder votre top 3 et dire tiens, finalement, hop, je rechange l'ordre et hop, finalement, je peux quand même contrer ton sort. Donc déjà, ça c'est un autre moyen de contrôler ce qu'il y a au-dessus et de contrer plus de sorts avec Counterbalance. En sachant que dès qu'un sort qui est joué coûte 1, vous pouvez juste piocher avec toupie, mettre la toupie au-dessus et c'est bon, vous êtes garanti d'avoir un truc qui vaut 1 au-dessus de votre deck. Mais il se trouve que maintenant que vous avez fait des petits trucs rigolos avec Top et Counterbalance, vous allez potentiellement avoir des indices que vous avez eu en jouant Sensei's Divining Top. Ce qui veut dire que les indices, vous pouvez les craquer pour piocher la carte du dessus de votre deck et avoir un top 3 différent. Ce qui vous donne encore plus de chances de contrer encore plus de sorts de vos adversaires et d'être vraiment insupportable. Donc là, à ce stade-là, vous êtes déjà bien insupportable, c'est une bonne base. Le deck, ensuite, va être un petit peu des trucs classiques. On a 25 landes plus un Gaia Cradle qui se balade dans la dernière combo que j'ai pas encore présentée, qui est par ici. Et on va avoir un MDFC dans les interactions. Hop, Sink into Stupor qui renvoie un sort ou un permanent ciblé dans la main de son propriétaire. Donc on a 27 terrains, ce qui est classique. On a 23 sorts de rampe, ce qui nous fait en tout 50 sources de mana, ce qui est à peu près classique en CEDH aussi, dont beaucoup de rampes qui vaut 0 ou 1 mana, donc ça va très vite. On enchaîne sur une vingtaine de sorts de value, classique aussi. Hop, une vingtaine de sorts d'interaction, classique aussi. Donc on est vraiment sur le standard du CEDH. 27 landes, 20 de rampes, 20 d'interaction et 20 de value. Et après on réfléchit. Et en l'occurrence on met des combos dans le reste. Voilà, c'est un peu tous les classiques du format. Dranis Magistrate, Fierce Guardianship, donc toutes les meilleures cartes du format là-dessus pour profiter du deck. On profite notamment de tous les effets Grand Abolisher du blanc pour protéger sa combo. Donc si on n'est pas sûr qu'on peut partir en combo, qu'on va réussir, qu'on va se faire contrer ou pas, hop, on a Grand Abo, Silence et Ranger Captain Oveos. Non seulement ça, mais on a le petit Valley Flood Caller qui peut nous aider à choisir nos fenêtres. Donc Valley Flood Caller, il se joue en flash et il dit nos sorts non créatures, on le flash. C'est assez intéressant ici. Déjà de base pour choisir, tiens, là mes adversaires ont l'air d'être épuisés, donc je vais partir en combo en éphémère potentiellement. Donc en tout cas ça peut mettre des bases là-dessus. C'est la Hullbreaker combo que vous pouvez faire en éphémère, puisque là a priori en tout cas une bonne partie de la combo se joue en éphémère et ça marche. La limite c'est le non-creature, et si vous regardez Food Chain par exemple, il faut lancer un Mistolo Griffin, donc ça marche pas. Et si vous regardez la combo Teferi, il faut jouer un Kitten en éphémère, ça marche pas. Il faut activer des capacités de Teferi en éphémère, ça marche pas. Donc la seule qu'on peut faire potentiellement en éphémère, c'est faire mana infini en éphémère avec Hullbreaker Aurore. Mais ça reste une possibilité intéressante. Ce que ça permet aussi, c'est de garder tout votre mana, passer le tour, et fin de tour adverse, commencer à poser vos trucs comme Counterbalance, Sensei's Divining Top, etc. Et voir à ce moment-là comment ça se passe. Un autre truc que ça permet, à partir du moment où vous pouvez jouer des trucs en flash, ça veut dire que vous pouvez jouer un truc historique à chaque tour de vos adversaires et faire un indice par tour, au lieu d'être limité à un indice par round, parce que pendant votre tour vous avez joué un truc historique, puis pendant les tours adverses vous n'avez rien joué d'historique. Donc ça c'est ce qui vous permet de mieux tirer parti de Sarah Jane Smith aussi, ce qui est aussi intéressant. Et il se trouve qu'on n'a toujours pas fini, puisqu'on a une dernière combo
qui est un peu plus difficile à utiliser. C'est la combo entre Eternal Witness, Gaea's Cradle et Snap. Alors, Gaea's Cradle, c'est un land hyper fort qui vaut 500 € qu'on peut engager pour faire un mana vert pour chaque créature qu'on contrôle. Il se trouve que ensuite, si je joue Eternal Witness, j'ai une créature de plus qui va me faire un mana de plus avec Gaea's Cradle, je peux récupérer un truc de mon cimetière. Si je joue Snap, donc là je paye un incolore, un bleu, donc j'ai une source de mana bleu et un Gaea's Cradle, donc par exemple j'ai une petite Tropical Island que j'ai fetché, hop là, je la mets là. Donc j'ai ma Tropical Island et mon Gaea's Cradle. J'ai engagé ça pour faire un certain nombre de mana. Il faut que je sois mana positif, vous allez voir. Donc imaginons que j'ai 5 mana verts avec Gaea's Cradle et un mana bleu ici. Je paye 2 là-dessus, il me reste 4 mana verts. Je renvoie Eternal Witness dans ma main. Je dégage Gaea's Cradle et Tropical Island. Il me reste 4 mana verts. Avec 3 mana verts, je joue Eternal Witness et je récupère Snap. Celle-là, il me reste un mana vert et je suis dans la situation du départ. J'ai encore Gaea's Cradle dégagé, Tropical Island dégagé, Snap dans ma main, Eternal Witness en jeu. Donc j'ai démontré une boucle où je fais un mana vert de plus à chaque fois. Donc ça, cette combo-là me permet de faire mana vert infini. Et une fois que j'ai mana vert infini, au lieu de détaper Gaea's Cradle, je vais pouvoir détaper Tropical Island et n'importe quel autre land qui fait du mana. Et je vais démontrer mana infini de toutes les couleurs dont j'ai besoin. Et après, il faut que je trouve comment est-ce que je creuse. Et c'est là où vos deux généraux sont intéressants, puisque on a Sarah Jane Smith qui a peut-être accumulé des indices, Sir Doctor qui a peut-être mis un indice. Vous pouvez snap le Sir Doctor, le rejouer, faire un indice avec Sarah Jane Smith, faire un indice avec Sir Doctor, craquer les deux et continuer à creuser. Et l'idée c'est, vous avez mana infini, débrouillez-vous à ce stade. Genre, au bout d'un moment, voilà, faut être inventif et trouver qu'est-ce qu'on fait de mana infini. Il doit bien y avoir moyen de tuer avec. Donc voilà. Ça, c'était Sir Doctor et Sarah Jane Smith. Il y a un peu des combos dans tous les sens. Et grâce au fait que vous avez autant de combos possibles, des one-card combos intuition, plein de moteurs de value un peu dans tous les sens, l'idée c'est que vous puissiez facilement pivoter. Genre, ok, là, je sens mieux cette combo, ça va être plus facile à assembler, ça va bien se passer. Hop, je pars sur celle-là. Pendant que vous faites votre value, vous avez deux généraux qui font un petit peu de la value à leur échelle. Vous avez plein de synergies dans tous les sens, puisque avec vos différents tokens, vous allez pouvoir faire du mana avec Jaira et Urza. En plus de ça, vous avez des trucs complètement cassés comme Academy Manufactor et Smothering Tiles pour faire encore plus de tokens, de value, de trucs dans tous les sens qui vont faire que vous allez avoir un gros avantage au mana, un gros avantage aux cartes, et ça, vous allez le transformer dans plein de combos. Voilà, j'espère que je vous ai bien vendu le deck et à très bientôt sur CEDH France.